On arrive. Rien que tu fouilles, pas de clope, pas de shit, pas de ronde. Pourquoi le voyou n'a pas peur du flic? Parce qu'il sait que même si le flic l'interpelle, il n'ira pas en prison. Ça sent le guet-apens, vous écoutez? Moi, j'ai pris un grand coup de pied dans la tête. Par chance, je ne suis pas tombé. Et je pense que si j'étais tombé par terre, je me serais fait lyncher au sol. On va descendre. Ils se mettent au niveau des coursives pour nous caillasser, envoyer des frigos, des machines à laver des fois. Les pompiers sont avec la police, c'est des balances. Tout le monde va être armé, le policier va être armé, ça va être soit le policier meurt, soit nous. C'est là mon fils, je l'embrasse. Si ce soir-là, il n'aurait pas croisé la patrouille de la BAC, je pense que ça briserait parmi nous. On a affaire à des pratiques d'une police raciste. Ce discours séparatiste, il est dangereux pour les jeunes eux-mêmes qui se retrouveraient piégés. C'est-à-dire ils seraient réduits à une identité de victime de l'État, victime de la police, victime de la société. La police est le bras armé de l'État. Dans l'utopie d'ultra-gauche, si vous arrivez à faire tomber le rempart police, vous faites tomber le système. Allez, Vous êtes tenu un peu, mais voilà, contre 8 personnes, on peut difficilement tenir longtemps. Bonsoir, dans ce numéro de Dossier Tabou, nous allons plonger aux racines de la haine. Pas un jour, pas une nuit sans que quelque part en France, des agents de l'État soient attaqués. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui alimente cette colère, cette agressivité? Policiers cibles de jeunes voyous dans les cités, pompiers attaqués alors qu'ils tentent de sauver des vies, élus agressés eux aussi parce que victimes de compromission électorale. Nous avons tourné pendant des mois un peu partout en France avec les forces de l'ordre, avec les services de secours. Nous avons rencontré des jeunes des cités mais aussi des militants de l'ultra-gauche pour tenter de comprendre ce qui nourrit leur détestation de tout ce qui représente l'État. Nous nous sommes enfin intéressés à ceux qui dénoncent un racisme d'État et instrumentalisent précisément cette haine. Si le terrorisme reste la principale menace, cette violence dirigée contre les représentants de l'État est tout aussi dangereuse pour notre société parce que ce sont les sentinelles de la République, les gardiens de notre démocratie qui sont ainsi fragilisés. Violence contre les représentants de l'État, aux racines de la haine, c'est un film signé Glenn Livonnet et Marc de la Villardière pour Ligne de Front et Dossier Tabou. Aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, avant leurs interventions lors des soirées autour du 14 juillet, les pompiers vérifient leur matériel de secours et s'équipent comme s'ils partaient en terrain hostile. On prépare notre engin à affronter la soirée, donc en mettant un extincteur dans l'habitacle. Si jamais les individus hostiles ils viennent nous attaquer avec des engins incendiaires et qu'il y a un début de feu dans la cabine et qu'on est dedans, on sera protégé parce qu'on sera en tenue de feu, mais on sera en mesure de combattre l'incendie grâce à l'extincteur. Depuis le décès en 2018 d'un de leurs collègues poignardé par un déséquilibré, les soldats du feu portent une veste supplémentaire. Alors c'est un gilet pare-lame. C'est une protection, donc comme on m'a dit que contre les lames, c'est comme un gilet pare-balles, mais un peu moins résistant, j'imagine. Cette veste protège des coups de couteau et de tessons de bouteille. Entre 2008 et 2017, les agressions contre les soldats du feu sont passées de 900 à 2800, une hausse de 200%. Au même moment, à Nanterre, le commissaire Philippe Lopin prépare ses hommes aux attaques qu'ils vont subir ce soir. Ça va plus être un risque de violence urbaine, avec des jeunes qui peut-être vont vouloir fêter le feu d'artifice à leur manière. Donc voilà, bon courage à vous. Et soyez prudents, surtout le but c'est qu'on revienne tous en forme, sans blessure. En raison de la menace terroriste, aucun des policiers n'a souhaité apparaître à visage découvert. À minuit, la brigade anticriminalité, la BAC, est appelée pour un feu sur la voie publique. Oh putain, c'est un bus. Vas-y, va gauche. Ah ouais, non, c'est un bus. Attends, arrête-toi. TN92 de BAC 720, urgent, vraiment assez important. Appelez les SP tout de suite. Un bus est en flammes sur cette artère très passante. Mais les policiers restent à distance car ils craignent que ce soit un piège pour les attirer et les agresser.
Il n'y a personne, on n'est pas assez nombreux. On n'est que 2. Moi, je regarde à gauche, voilà, et puis on attend, on n'a pas le choix. Je peux rien faire. Les pneus du bus explosent. Le feu risque de se propager aux habitations proches. Cet équipage arrive en renfort pour sécuriser l'intervention des pompiers. Fais gaffe, ah voilà, ouais. Fais gaffe, ça va caillasser, ça caillasse. Ils ont pété la vitre. Une quinzaine d'assaillants vient de caillasser la voiture. On vient de se faire caillasser par des pierres comme ça. On a pris plusieurs. Les émeutiers se sont enfuis. Fiers de leur coup, ils ont posté des vidéos sur le réseau social Snapchat. Ah, il brûle. Ils ont sorti de force le chauffeur avant d'y mettre le feu. Voilà, le bus il est en feu là. Ma mère, le bus il est en feu. Ah, ça va péter, hein. Sur ces autres vidéos, filmées par des habitants du quartier, on aperçoit un homme sortir du bus avec le bras en flammes. Dans le département voisin de la Seine-Saint-Denis, les pompiers interviennent sur des feux criminels. Même scénario qu'à Nanterre. Et là, on voit qu'il y a du monde autour. C'est une poubelle isolée. On voit qu'il y a du monde à droite. Ça sent le guet-apens, vous écoutez. Il y a des mortiers. Là, regardez, là, ils balancent. Regardez, ils balancent au milieu, là. Des jeunes les visent à coups de mortier d'artifice. Les pompiers doivent se replier. Ah, fais gaffe. Non, ça va pas péter. Il va péter. Ça c'est dirigé contre vous? Ça c'est dirigé contre nous et contre la police. Donc là on va y aller, vas-y montez. Vas-y monte. Dans un quartier voisin, le sergent-chef Michael est également attaqué. Ok. On évacue. Et au moment de remonter dans le véhicule, un tir explose dans la cabine arrière. À l'extérieur, les riverains sont paniqués. Entre feux de poubelle et tirs de mortier, cet automobiliste est tétanisé. Ok, on a une première belle ici, là, avec la police qui est arrivée. Une vingtaine de policiers a été mobilisée pour protéger les pompiers. Michael, qui travaille en Seine-Saint-Denis depuis 14 ans, n'est même plus scandalisé par ces embuscades qui pourraient pourtant le blesser grièvement. En fait, c'est le problème de l'uniforme, je pense. Vu qu'on intervient avec les forces de l'ordre, on a tendance à faire un amalgame. C'est des jeunes qui manquent de repères. Et, le 14 juillet, c'est une façon pour eux de passer le temps. C'est bon, allez, on va. À 2h du matin à Nanterre, c'est un gymnase qui part en fumée. Des tirs de feux d'artifice seraient à l'origine de l'incendie. Ils s'attaquent à un bâtiment public, à la mairie, à l'État. Quand on jette des cailloux, des projectiles sur un véhicule de police, on s'attaque à la police, à l'administration. Là, c'est un bâtiment communal, donc ça peut être une vengeance, on ne sait pas. Les incendies criminels du 14 juillet, tradition française à laquelle on s'était presque habitué, donnent désormais lieu à des scènes de guérilla urbaine. Toujours à Nanterre, le lendemain, Bruno et Joe se glissent dans un hall d'immeuble de la cité Pablo Picasso. Les deux policiers de la BAC tentent de repérer les mouvements suspects. C'est la difficulté, c'est de savoir d'où est-ce que ça va partir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir brûler en premier. C'est un peu de rentrer dans leur tête et voilà, après on essaie de se positionner à différents endroits. Il y a deux tirs de mortier. Les premiers feux d'artifice retentissent. On est cramés, ils nous ont vus. Ça sort du hall, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ça court, ils sont tous cagoulés. Hein. Ils viennent tous vers nous. Ouais.
Visés par des mortiers d'artifice, les policiers répliquent à coups de lanceurs de balles de défense. Vas-y, roule, roule. On arrive. C'est l'heure du crime. Mais les renforts sont à leur tour criblés de mortiers d'artifice. Là-bas du mal, attention. En bas de la tour, les tirs s'intensifient. Bruno et Joe doivent décrocher. À 3, on va y aller, on va courir, on va passer derrière la tour. Joe, 1, on coupe. Ils sont sur la dalle. Robben, un membre de la BAC, a réussi à interpeller l'un des assaillants. Positif. Alors je détruis. T'es filmé, allez vas-y. Filme-moi, t'es là. C'est un adolescent de 15 ans. Il continue d'encourager ses complices. Robben, encore essoufflé, ne cache pas sa satisfaction. Moi j'étais caché dans les buissons et en fait ils sont arrivés là sur le côté gauche, ils m'ont pas vu, je suis arrivé derrière, ils étaient deux, j'ai interpellé le premier qui était en train de tirer. Je me suis brûlé sur le côté et là j'ai pris un projectile. Une interpellation en flagrant délit, c'est assez rare. Son positif, c'était nickel mon pote, on flague, pas là par les copains, et ouais on est là. Attends, je vais prendre des cordes direct. Couvre-moi, s'il te plaît. Avec ta caméra. Ok? Tiens, c'est ça qui l'a brûlé. C'est ça qui l'a brûlé. Alors qu'il récupère une pièce de feu d'artifice pour l'enquête, un habitant de la tour l'insulte. Voilà, c'est ça qu'il a jeté. Voilà, ça t'amuse? Tiens, j'ai toutes les preuves. Ramène ça au service, s'il te plaît. Avec ses 14 ans d'expérience à Nanterre, Robben sait que les violences de ce soir proviennent d'une minorité de la population. Sur la commune de Nanterre et dans les cités, les gens ils nous apprécient, ils sont contents de nous avoir. Maintenant là, il y en a certains, on peut rien faire, ils nous aiment pas et puis c'est comme ça. Là c'est vraiment des violences gratuites pour casser du flic, pour les blessés. Il suffit de pas savoir si on a une famille ou quoi que ce soit. Mais on en a attrapé un et qui va, j'espère, être condamné pour ça, pour montrer que justice est faite, voilà, tout simplement. Placé en garde à vue pour participation à un groupement armé et rébellion, le mineur de 15 ans est passé devant le juge pour enfant le lendemain. Il a été libéré sous contrôle judiciaire. Le lendemain, alors que l'un des pyromanes qui avait incendié le bus a été identifié, cet équipage de la BAC le repère au pied de sa cité. À droite, il y a un mec. C'est pas lui? Si, si, c'est lui. Hein. Il est parti à droite, en rouge. Oh, viens ici! Prends une barre! Pince. Hein? Mets-toi là, mets-toi face. Pourquoi tu veux mettre les pinces? Mets tes mains dans ton dos. Je suis recherché? Ouais. Pourquoi? Le suspect est mineur, il a 17 ans. Pourquoi tu m'emmènes? Bah, on va voir, tu vas voir. Pourquoi moi il me pète? Pourquoi tu me pètes là? J'ai fait quoi? T'as pas fait de bêtises? Non. Bon, bah, on va voir ça alors. Tiens, rentre dans la voiture. Il nous a vus, il a essayé de se sauver, mais bon. On a vite rattrapé. Au commissariat, les policiers constatent une brûlure sur son bras droit et ils font le rapprochement avec la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit qu'il était tombé à scooter il y a une semaine, mais on voit bien que les blessures, elles sont toutes fraîches en fait, de quelques jours en fait. L'adolescent va être présenté à un juge. Déjà connu pour 25 faits de délinquance, il sera placé en détention dans l'attente de son jugement. À Nanterre, comme dans de nombreux quartiers en France, les policiers ont de plus en plus de mal à faire respecter leur autorité. Ouais, refus d'obtempérer d'un scooter en casquet. Ces deux hommes qui roulent à vive allure sans casque tentent d'échapper au contrôle en montant sur le trottoir, au risque de percuter des passants.
Mais la poursuite est vite interrompue lorsqu'un autre scooter bloque la route aux policiers. Vas-y, tu veux jouer? Bouge! Trop tard, les fuyards se sont évaporés. Ouais, de la Charlie, on perd les 2 individus sur le rond-point des Rosiers. À Nanterre, il y a en moyenne 4 refus d'obtempérer par jour. Scooter sans casque, ouais. Donc on va essayer de contrôler cette personne qui a également fait un feu rouge. Peu après, avec cet autre équipage, même scénario. Les policiers signalent sa direction de fuite. Refus d'obtempérer d'un T-Max. Mais à leur grande frustration, ils reçoivent l'ordre d'abandonner la poursuite. Vous stoppez la plainte d'accusé à rédaction. Oui, c'est reçu, merci à vous. Pourquoi les policiers reçoivent-ils l'ordre de décrocher? J'ai posé la question au commissaire central de Nanterre, Michel Chabalier, en lui montrant les images. Scooter sans casque, ouais. Refus d'obtempérer. Le commissariat leur demande d'arrêter la poursuite. Pourquoi? Les fonctionnaires savent qu'à un moment donné, c'est prendre plus de risques qu'autre chose que de continuer à essayer de les interpeller. Parce que de toute façon, quand ils sont identifiés, on peut les prendre un peu plus tard, voilà, sans prendre de risques pour eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas casqués. Donc s'ils tombent, il y a quand même une forte chance qu'ils se fassent mal. On se dit en regardant ces images, mais ce sont des individus qui, visiblement, ne sont pas du tout impressionnés par la police. Pour certains, en tout cas, je pense que c'est vraiment une minorité, il y a ce rapport à l'autorité et c'est le fait de ne plus respecter aucune contrainte. Dans l'esprit de certains, la règle, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je vais vous montrer une séquence au cours de laquelle deux policiers en civil, la nuit du 14 juillet, tombent dans un véritable guet-apens et on leur tire dessus à coups de mortier de feu d'artifice. Et là, vos hommes vont être obligés de décrocher. C'est quoi? C'est un jeu ou c'est un acte d'hostilité volontaire et délibéré? Il y en a peut-être pour qui c'est une forme d'expression de la virilité ou une expression de marquer son territoire. On ne veut pas de la police nationale sur notre secteur. Pour certains, ça leur paraît normal, c'est banal de s'en prendre aux policiers. Quelles sont les racines de cette violence et les raisons de cette violence? Peut-être parce qu'il y a une perte de valeur, une absence parfois aussi de notion d'autorité, y compris dans la première cellule, qui est la cellule familiale. On intervient souvent pour des différends familiaux. On a des familles qui nous disent on n'arrive pas à contrôler nos enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le policier, il doit être à la fois technicien de la sécurité, parfois un petit peu aussi assistant social, un petit peu presque enseignant. Enfin, bon. Donc c'est ce qui fait la richesse du métier, mais aussi le caractère un peu dangereux. Ces mineurs délinquants, violents contre la police, Maurice Berger les côtoie quotidiennement. Je vais vous montrer ces images. Depuis 35 ans, ce pédopsychiatre travaille en centre éducatif renforcé, une structure semi-fermée où des éducateurs encadrent les mineurs condamnés par la justice. Son diagnostic est à rebours des idées reçues. Quelles sont les racines de cette agressivité, de cette haine, si on peut l'exprimer ainsi? La tentation, c'est de dire c'est la précarité, c'est la ghettoisation. Moi, je peux affirmer que ce n'est ni l'un ni l'autre. La première cause qu'on retrouve, c'est des enfants qui ont été exposés à des scènes de violence conjugale. Et avant l'âge de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont pris les sons, les images, les gestes à l'intérieur de leur cerveau et c'est fixé. Et ça, ce sont des choses qui ne passeront pas en grandissant. On a d'autres causes. Le fait qu'on n'ait jamais joué avec ces enfants tout petits. Ils ne savent pas faire semblant. Mais c'est une impossibilité d'imaginer. Il n'y a pas eu de construction d'un imaginaire. Exactement. Exactement. Ces jeunes ne peuvent jouer qu'en vrai. En vrai, c'est à brûler des autobus, à brûler des maternelles, à jouer, à frapper sur des policiers. On a des difficultés psychologiques beaucoup plus profondes qu'on le pense derrière un acte extrêmement sommaire qui consiste à frapper. Quelles sont les solutions que vous préconiseriez pour réparer ces jeunes? Je pense qu'on a intérêt, pour certains jeunes, je dis bien certains, à mettre beaucoup plus rapidement un arrêt à leurs actes. Alors, et donc à leur liberté? À leur liberté de frapper. C'est pas tout à fait la même chose.
Pour cela, il y a la nécessité de les couper de leur milieu familial qui, en lui-même, est porteur de chaos et de violence. Maurice Berger souhaite que l'État crée plus de centres éducatifs pour réinsérer ces adolescents. Et pour les cas les plus graves, il estime qu'il ne faut pas exclure l'incarcération des mineurs. Mais l'incarcération de jeunes de 14, 15, 16 ans, c'est difficilement admissible dans notre société, non? Moi, ça ne me choque pas. Ouais. Je pense qu'il faut créer beaucoup plus de places de prison pour les mineurs, mais avec des peines courtes. Et ces peines, malheureusement, ça ne marche pas pour tous, évidemment, mais ces peines ont souvent un très gros impact sur leur capacité de réfléchir, à condition qu'on ne les laisse pas tout seuls en prison. On va parler avec eux. Un nouveau code de justice pénale des mineurs doit entrer en vigueur en 2021. Il prévoit notamment d'accélérer les suites judiciaires aux infractions commises par des adolescents. Dans les quartiers sensibles, si les policiers sont insultés, parfois agressés, c'est aussi parce qu'ils perturbent le trafic de stupéfiants. Avec sa quinzaine de points de deal, Nanterre est une plaque tournante de la drogue en région parisienne. Devant les halls d'immeubles, les cris des guetteurs, les choufs, sont incessants. Les rues sont parfois le théâtre de règlements de compte entre dealers. Cet équipage de la BAC a été le premier sur une scène de crime la semaine dernière. Tu vois, il s'est fait tirer dessus là-bas. Il a fini sa course juste après le feu rouge. En plein milieu du carrefour. Le sang, il a imprégné le béton. T'as encore les traces au sol, c'est assez impressionnant. La victime était soupçonnée de tenir le trafic dans le quartier des 5 Tours. Un point de deal qui rapportait 10 000 € par jour. Il y a moins d'un an, les policiers y avaient saisi 4 kilos de cannabis. Il a déjà fait pas mal de saisies de stupéfiants, saisies d'armes, fusils à pompe, kalachnikov, armes de poing. C'est un secteur sur lequel on est vachement attentif. Ils s'y rendent pour savoir si de nouveaux trafiquants ont pris la relève. Tout sur le parking. Étonnamment, il n'y a aucun guetteur devant l'immeuble. Mais la présence des policiers finit par être signalée. Arnoucha signifie serpent en arabe. C'est comme cela que les trafiquants nomment les policiers et préviennent le vendeur caché dans les étages. J'ai une très grosse voix. Cet homme qui vient d'hurler serait le nouveau gérant du point de deal. Ah, y'a rien. Ça a rien que tu fouilles. On a rien sur nous. Pas de coke, pas de shit, pas d'argent. On vend pas, on fume pas, on va en formation. On travaille, on est des gens honnêtes. T'as l'air de beaucoup travailler la journée. T'inquiète pas, je travaille trop. Tellement je travaille que des CDI. Sans drogue sur lui, il sait qu'il ne risque rien. Il joue la provocation. Ah, il a rien sur lui. Ah, il a rien sur lui. Il pas les couilles, il a rien. Je crois que c'est un enfant ou quoi? Ah, moi je suis pas un bonbon. J'ai toujours été comme ça avec toi. Je le sais très bien, ma gueule. Voilà, j'ai été correct parce que là, t'es pas correct. On a rien sur nous, enfant. Non, on a rien sur nous, lâche-nous, enfant. Y'a personne. Tu peux aller monter où tu veux, y'a personne. Y'a rien. Les policiers gardent leur sang-froid car ils ont l'habitude de son manège. Vous les connaissez bien? Oui. Oui, très très bien. Il travaille dans le hall constamment à longueur de journée. Donc il a beau dire qu'il travaille, qu'il va en formation, c'est pas vrai. Il est là du midi jusqu'au soir. Et il gère un petit peu tous les plus jeunes au niveau du point de stupéfiants. Mais le jeune homme continue de les narguer. C'est pas vrai, y'a rien. On veut pas de drogue ici. On est des jeunes très bien, nous sommes en formation, chef. Moi je vais à l'école, mais t'as rien ici. On les connaît bien. Et c'est pour ça qu'on se permet aussi sur les contrôles, ils nous tutoient, on les tutoie. Voilà, on va pas se mettre à vous voyer des mecs qu'on connaît tous les jours, leurs prénoms, ils habitent, voilà. Et ils se mettent à filmer les policiers. Il est content, il va faire un contre-reportage. On est bien. Ouais, nous chiens dans la tour là. Ces provocations ne constituent pas un outrage. Les hommes de la BAC quittent les lieux en restant sur leur garde. Il y a des gens qui pourraient être tentés de nous jeter des choses. Et en général, vu la taille des immeubles, quand ça tombe, ça peut faire mal.
Comble de l'ironie, le dealer escorte les policiers jusqu'à la sortie de la cité. Ouais, nous chasse sur le parking, là. Travaille ton là, là, Nous chasse sur le parking, là. Cet ultime affront sert à montrer aux jeunes guetteurs et aux habitants qu'il est le nouveau chef de ce territoire. Pour ces policiers de terrain, les accusations portées contre leur profession sont injustes, notamment celles de racisme. Si on voit l'exemple de la ville de Nanterre, il y a une richesse ethnique énorme. Du coup, forcément, on est amené à contrôler des personnes de couleur au quotidien lors de nos patrouilles. Mais c'est pas la couleur de peau qui nous fait contrôler une personne, c'est une attitude. Mais est-ce que ça fait nous des racistes? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. L'état d'esprit des policiers, Franck Mancuso l'a vu évoluer au cours des dernières décennies. Cet ancien grand flic est aujourd'hui scénariste pour le cinéma. Mon cher Bernard, quel plaisir. Moi aussi. Alors j'ai tenu à vous emmener ici parce qu'on n'est pas loin du 36 où vous avez travaillé pendant des années. Pendant une vingtaine d'années, oui, effectivement. Une époque que les flics de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dans ce mythique bâtiment du 36 quai des Orfèvres, Franck est passé par les services les plus prestigieux de la police judiciaire. La brigade des stupes, la division nationale antiterroriste, ainsi que l'office de lutte contre le grand banditisme. Des souvenirs formidables, une belle époque. Et alors en quoi cette époque était magique? Elle était magique parce que dans mes yeux de jeune flic, je faisais ce pourquoi j'avais passé le concours, à savoir naïvement protéger la veuve et l'orphelin, en tout cas protéger les innocents contre les crapules, les voyous, les meurtriers en tout genre. Au cours de sa carrière, Franck a constaté une détérioration des rapports entre les magistrats et les policiers. À l'époque, quand on constatait les infractions, on interpellait les auteurs, faisait la procédure, on déférait ça au magistrat. Et tout se passait très bien. Donc on était rarement déçus, pour ainsi dire jamais déçus. Et dans la fin des années 80, on a commencé à sentir au 36, dans les couloirs du palais, une espèce de relationnel de confiance qui avait toujours existé entre les flics et les magistrats, qui s'émoussait un petit peu. On était régulièrement convoqués dans le bureau des juges. On sentait très nettement qu'ils n'accordaient finalement pas plus d'importance à notre parole qu'à celle du voyou qu'on avait interpellé. D'après l'ancien flic, les policiers se sentent parfois lâchés par les juges. Quel est le sentiment chez vos collègues aujourd'hui, ceux qui sont encore dans la police? En colère, démotivés, outrés, scandalisés de voir qu'ils ne peuvent plus faire leur métier. En fait, qu'ils ne peuvent plus appliquer la loi, tout simplement. Quand un dealer est interpellé par des flics, même si on trouve sur lui de la cam, du pognon, il peut déférer un magistrat qui, pour des raisons plus philosophiques et politiques que judiciaires, va le libérer, y compris si c'est un multirécidiviste et que ça fait 22 fois qu'il est là. La réponse pénale n'est plus là. Pourquoi le voyou n'a pas peur du flic? Parce qu'il sait que même si le flic l'interpelle, il n'ira pas en prison. Nous avons montré à Franck les images de la BAC qui contrôlait des dealers dans un hall d'immeuble. On n'a rien sur nous, lâche-nous, fond. À l'époque, quand on arrivait, les mecs se barraient. Maintenant, les mecs, ils font le guet, mais ils se barrent pas. Ils font le guet, ils planquent leur cam, ils se débarrassent, ils se mettent chasser chez des nourrices, chez des mamans qui planquent la cam. Et puis ils restent fiers comme Artaban, puis ils attendent le poulet. Et puis ils les narguent, effectivement, comme dans vos images. On dit, vas-y, tu peux rien contre moi parce que j'ai rien sur moi. La peur a changé de camp parce que la légitime défense, par exemple, du policier qui se protégerait ou qui protégerait un collègue lors d'une agression, lors de laquelle il risque sa vie, que ce soit un tir de mortier, un tir de balle, une attaque au couteau, s'il se sert de son arme et qu'il tue quelqu'un qui voulait le tuer, la légitime défense ne sera pas forcément retenue. Travailler la peur au ventre, un sentiment que partagent aussi les pompiers en intervention. À Toulouse, les agressions à l'encontre des soldats du feu sont passées de 15, il y a 5 ans, à 25 en 2019. Une augmentation de 60%. L'an dernier, 80% d'entre elles se sont déroulées en zone urbaine et périurbaine. La caserne Jacques Vion couvre le centre-ville et une partie de la banlieue sud de Toulouse. Ce matin, Guillaume doit y intervenir.
Là, on part pour une dame de 24 ans qui menace de se suicider avec 3 de ses enfants. Voilà, suite à une perte de droit d'asile. Guillaume avait accepté de parler à visage découvert de ses conditions de travail. Mais sa hiérarchie nous a demandé de masquer son identité pour préserver sa sécurité. Malgré l'urgence de la situation, le convoi doit s'arrêter sur ce rond-point. On attend toujours là l'accord de la police. Pour la sécurité de tout le monde, ouais. Depuis 2006, un protocole prévoit qu'en cas de tension dans le quartier, les policiers y fassent une patrouille de reconnaissance. Sans cela, les pompiers ne peuvent y pénétrer seuls. Bonjour. On ne sait pas si elle a touché à ses gosses. Je sais pas du tout. Ce quartier, c'est le Mirail, un ensemble d'immeubles HLM conçus dans les années 60. C'est alors la période des 30 Glorieuses. La France est en pleine croissance. Et il faut construire pour répondre à un besoin grandissant de logements pour les classes moyennes populaires. Il existe aussi à Toulouse un appartement témoin qui a été construit et meublé pour montrer ce que seront les logements HLM des immeubles du Mirail. 20 ans plus tard, en 1982, la sociologie des lieux a bien changé. Si le quartier, au début, n'était habité que par une population française, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme partout, la population française émigre vers la maison individuelle, alors que les populations immigrées sont concentrées dans certains immeubles, créant ainsi de véritables ghettos. Le Mirail, une cité dortoir de 40 000 habitants, où la misère progresse de jour en jour. Aujourd'hui, le Mirail compte 32 000 habitants, un taux de chômage de 40%. Comme à Nanterre, les règlements de compte sur fond de trafic de drogue sont monnaie courante. Vous savez à quel moment de la journée on est ? Quelques jours plus tôt, les collègues de Guillaume ont secouru cet homme qui a reçu une balle dans la jambe. Il y a encore la balle, elle est juste là. Quand il entre enfin dans le quartier sous escorte policière, Guillaume n'est pas serein. On va descendre. On va au 14e étage. Donc on attend le... On sent qu'on est les bienvenus déjà. Ici même à cette adresse, il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, il y a 3 collègues à nous dans une ambulance qui s'étaient fait violemment agresser. Donc ça reste ancré dans chacun de nous, quoi. Donc on reste très vigilant. On regarde dans l'air. Hein. Les architectes des années 60 avaient conçu des couloirs ouverts sur l'extérieur, des coursives, pour circuler plus facilement d'un bâtiment à l'autre. Aujourd'hui, cet aménagement se retourne contre les pompiers et les forces de l'ordre. C'est qu'ils se mettent au niveau des coursives et là, ils sont super bien placés pour nous caillasser, envoyer tout n'importe quel projectile, des frigos, des machines à laver des fois. Et après, ils peuvent s'échapper super facilement, quoi. La femme suicidaire a finalement été secourue avec ses enfants. Lorsqu'il s'est engagé au service des autres il y a 15 ans, Guillaume était loin d'imaginer de telles conditions de travail. On ne concevait pas le métier comme ça, mais maintenant c'est une réalité. Il faut être accompagné dans beaucoup d'interventions de la police. Et d'autant plus dans ces quartiers où c'est obligatoire. Ouais, c'est triste d'en arriver là, mais c'est comme ça. L'attaque violente dont nous parlait Guillaume a profondément marqué les pompiers de la caserne Jacques Villon. En 2013, Patrick et ses collègues étaient venus porter secours à une dame de 77 ans, inconsciente après une chute. Quand on a voulu descendre de notre véhicule pour prendre notre matériel de secours, ils nous ont fait barrage. Et de là, le ton est monté. Les pompiers, vous êtes morts, vous allez crever. 2 de mes collègues à moi, il y en a un qui a été plaqué contre un véhicule. Moi, j'ai pris un grand coup de pied dans la tête. Par chance, je ne suis pas tombé. Et je pense que si j'étais tombé par terre, je me serais fait lyncher au sol. L'un de leurs agresseurs a été condamné à 3 ans de prison ferme. Au Mirail, les incidents sont réguliers. En 2017, les pompiers avaient été la cible de jets de cocktails Molotov. En 2019, un guet-apens leur avait été tendu. Une bonbonne de gaz était dissimulée dans une barricade en feu. Quand on monte dans le véhicule, qu'on a l'adresse et qu'on voit qu'on s'en va dans ces endroits-là, on ne part pas serein.
on se demande qu'est-ce qui va nous arriver. Mais concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens qui se mettent au milieu de la chaussée et qui... Il y a des gens qui viennent à notre contact et qui nous disent vulgairement « Et qu'est-ce que tu viens me foutre? Qu'est-ce que tu fous là ?» Je peux vous dire, il y a quelques mois de ça, on a fait une évacuation sanitaire, c'est-à-dire une personne qui avait fait une crise cardiaque. On était en train de mettre l'échelle en place pour l'évacuation sanitaire. Il y a des gens qui sont venus nous voir et nous ont dit « Oh, dépêchez-vous parce que là, vous êtes en train de nous bouffer notre business. Donc, si vous ne voulez pas que ça se passe très mal, dépêchez-vous l'intervention. » Attendez, là, on fait une évacuation sanitaire et tout ça. Et voilà, ça se passe. Le business, c'est le trafic de drogue. C'est le trafic de drogue, ça peut être tout autre trafic. Hein. Vous avez un peu l'impression de rentrer en territoire ennemi, finalement? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis rentré pompier pour porter secours aux gens. Mais là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir changé de métier. Je suis dans l'armée. Je crains que dans quelques années, on aura des faits divers où il y aura des pompiers qui décéderont à l'intervention, non pas de par la dangerosité de leur métier, mais d'une agression. Après 38 ans de métier et à 1 an de la retraite, Patrick porte un regard sombre sur l'avenir de sa profession. Je suis fils de pompier et pour moi, le métier de pompier, c'était magnifique. Quand je voyais mon père nous raconter des anecdotes de pompiers, tout ça, pour moi, c'était une vocation, c'était une évidence, le métier que je voulais faire. À l'heure actuelle, mon fils, il n'a pas envie de faire pompier. Il m'a dit jamais je ferai ton métier. Pour vous résumer un petit peu, les pompiers, avant, quand ils partaient à la retraite, le jour de leur pot de départ, ils pleuraient parce qu'ils quittaient une famille, ils quittaient un métier qu'ils avaient adoré. Maintenant, de plus en plus, les pompiers, à 2 ans, 3 ans de la retraite, ils en ont marre. Ils en ont marre, ils disent « mais je ne me reconnais pas du tout dans ce métier ». La direction des pompiers de Haute-Garonne avait accepté nos caméras à condition de regarder nos images avant leur diffusion. Après visionnage, ils nous ont envoyé ce courrier recommandé aux propos contradictoires. Force est de constater que le reportage est orienté sur la stigmatisation des quartiers et de leur violence. En l'état actuel, il mettrait fortement en péril la sécurité de nos personnels. Dans sa lettre, en plus de masquer le visage de Guillaume, la direction nous demande d'illustrer ses actions de prévention. Voici l'une d'entre elles. Une opération de sensibilisation dans un collège du Mirail. On va donner un top départ. Tiens, hop, tiens, pour toi, prends celui-là. Et l'idée, c'est de s'habiller le plus rapidement possible et correctement, comme le ferait un pompier dans la vraie vie. Top! Allez, 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 allez. Donne-lui les bretelles. Et réglez les sangles. Allez, allez, aide-la, aide-la, aide-la. On va juste éteindre la lumière de manière que vous puissiez bien voir le film. On leur projette ensuite un film de fiction dans lequel des pompiers tombent dans un guet-apens. Les 11-12 ans sont plutôt réceptifs. Est-ce que ça vous semble normal, ce genre de comportement? C'est normal. Mais pour cet ado de 13 ans, si les pompiers sont parfois attaqués, c'est parce que certains pensent qu'ils sont de mèche avec les policiers. Moi j'aime bien les pompiers, ils sont cool, ils sont là pour notre sécurité, tout est bien. Après, il y a des gens dans le quartier, des fois, ils sont pas trop d'accord. Parce qu'ils pensent que les pompiers sont avec la police et que c'est des balances. C'est pour ça qu'ils vont prendre les cailloux, ils vont les caillasser et tout, alors que rien à voir. Au pied des barres d'immeubles du Mirail, nous avons donné la parole aux plus âgés pour avoir leur avis sur la question. Un jour, il y a un antécédent où les pompiers ils ont été pris à partie. Ils ont cru que ça allait arriver tous les jours. Tu vois, c'est juste que c'était des claqués, c'est des handicapés qui ont fait ça. Ils n'ont pas à faire ça, de casser les pompiers. C'était bon, les pompiers. Tu vois. Et depuis ce jour-là, ils baissent la jouée qu'on accompagne tout le temps les pompiers. Tu vois. Et ça vous énerve, ça, que les policiers soient tout le temps... Ils n'ont pas accompagné les pompiers ils font ce qu'ils veulent, ils font leur travail. Les pompiers seraient donc les bienvenus au Mirail. En revanche, pour ce qui est des policiers... De toute façon, bientôt, vous allez voir, ça va partir en guerre civile à cause d'eux. Tu vas voir. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe aux States, par exemple, tout ça à cette heure-ci, là. Tout le monde va être armé, le policier va être armé, ça va être soit le policier il meurt, soit nous. Cette jeune fille considère que les policiers font de la provoque. Du moment où ils sortent de la voiture avec des flashballs, ils sont là en train de se prendre pour je ne sais qui, bien sûr que ça excite les jeunes. Et là, oui, ça part du n'importe quoi. Notre premier interlocuteur veut que l'un de ses copains témoigne par appel vidéo.
Les contrôles, ils sont là, ils descendent, ils nous tapent dessus, ils nous agressent. Parfois, quand on a un peu d'argent à liquide, ils nous le prennent. C'est des corrompus. Montre-lui où t'es. Regardez-moi, je suis en détention, c'est eux qui m'ont utilisé des produits stupéfiants dans ma voiture. L'homme a beau être en prison, ce ne serait pas de sa faute. Les policiers l'auraient piégé. Cette détestation des forces de l'ordre est devenue quasi culturelle. On ne compte plus les morceaux de rap insultant les policiers et glorifiant les attaques contre eux. Ce clip a été tourné le 31 décembre au Neuhof, un quartier sensible au sud de Strasbourg. Son auteur est un rappeur de 20 ans. Il se fait appeler 911. Voilà, explique-moi un peu où on est là. Là, ici, là, on est dans mon quartier, frérot. Le Neuhof, hein, tu connais. Ouais. Là où j'ai grandi, là où les choses se passent, là où je tourne mes clips, là où j'écris mes textes, tout ça, frère. Au Neuhof, qui compte 20 000 habitants, le chômage atteint également des records. Il touche 50% des moins de 25 ans. Les relations police-jeunesse sont très tendues. Et là, tu vois, peut-être qu'ils vont là, ils vont nous saouler, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Et là, ça prend la fuite, des fois ça reste, tu vois. Là, ils veulent nous regarder, ils veulent savoir ce qu'on fait, ils veulent savoir ce qui se passe, mais là, aujourd'hui, il n'y a rien pour vous. S'il se lève du mauvais poil, il va passer 30 fois pour chercher la merde. Ces patrouilles incessantes agacent profondément 911. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. Il y a des polices, ils sont bons, des polices, ils sont mal. Des jeunes de quartier qui sont bons, des jeunes de quartier qui sont mal, tu vois. Mais après, moi, je suis du côté quartier, je suis obligé de te dire que c'est les policiers les mauvais, tu vois. Sur les murs de la cité, les jeunes ont tagué des messages d'insultes à l'égard des forces de l'ordre. C'est le musée du Louvre ici. T'as un truc à dire, tu l'écris, tout le monde le lit. Tu sais pourquoi il y a le Foc le 17 ici, là? C'est parce que j'ai fait un clip avec ce titre-là, Foc le 17. Et ce clip, tu vois, il a fait un peu polémique. En voici quelques extraits. Sur ces images amateurs, on voit des dizaines d'émeutiers incendier des voitures. Au Neuhof, c'est une tradition depuis 30 ans, le 31 décembre. Les paroles appellent à la violence et sont très virulentes à l'égard des policiers. On n'est même pas réparé, on fait la guerre jusqu'à Paris, vous êtes même pas préparés. Fuck le 17, fuck le 17. 911 a été entendu dans le cadre d'une enquête pour incitation à la violence et à commettre des dégradations. Mais lui n'a pas l'impression d'attiser la haine anti-flic. Moi j'ai pris le micro, j'ai écrit ce que tout le monde vit ici. Il y a tout le monde qui est victime des bavures, tout le monde qui se fait maltraiter, tout le monde a fait de la garde à vue, tout le monde a fait ça, tu vois. Moi je défends tout le monde ici. Et chez l'épicier du quartier, tout le monde partage son avis. Il représente bien le quartier et en même temps, il parle vraiment des problèmes du quartier. Vous verriez le défilé de policiers qu'il y a là. Ils sont là à faire chier les jeunes. Et pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils ont que ça à faire, ils sont payés pour ça. Il y a beaucoup de policiers ces derniers temps, sont racistes, ils ont des pratiques vraiment douteuses et ça se fait pas dans la police française. La façon dont ils te parlent en fait, déjà ils te tutoient, dans un contrôle ils te tutoient, t'as pas à me tutoyer en fait, on n'est pas amis, on n'a pas élevé les... Nous ensemble, tu vous vois comme tout le monde, ils te tutoient, ils t'intimident, ils te poussent, ils te parlent, ils te mettent contre le mur, des trucs comme ça, pourquoi? Bonjour, contrôle monsieur, vrai, oui, bonjour monsieur, contrôle, t'as une plaisante d'identité, ok, pas de problème, non, c'est bon, ça s'arrête comme ça. Et ils viennent en fait, ça c'est des policiers, je les appelle des policiers sans couilles. Et à la maison ils ont pas de couilles, donc au travail ils ont besoin de s'affirmer sur le terrain, ils ont besoin de venir montrer on est là. Mais quand tu rentres à la maison c'est des petites salopes, excusez-moi du terme, des petites fiottes, tu vois. Au Neuhof, même dans l'esprit des enfants, le sentiment anti-flic est déjà présent. Qui a fini que c'est mort? Ça me... Des bâtards, bâtards, c'est des fils de pute. C'est toi en même temps. Et les paroles de la chanson de 911 n'arrangent pas les choses. Fuck le 17. C'est connu partout. Mais au centre social et culturel, les éducateurs n'approuvent pas tous le message. Comme Jamila. Je te dis change de titre Fuck le 17 et je découvre Fuck le 17. Dans ma tête, je dis mais je vais le tuer. Regarde-moi mes enfants, 10 et 9 ans. Moi je leur dis que la police sont là pour nous protéger. Mais si toi t'es là, ils t'écoutent. Chaud. Si la responsable du secteur jeunesse condamne les propos du rappeur, elle constate tout de même une détérioration des relations avec la police. C'est pas nouveau dans les quartiers.
police et jeunes. Nous, on a déjà eu des jeunes qui sont rentrés en courant ici dans le centre parce que la police leur courait après. On a dû déjà intervenir en essayant de calmer les choses. Il y a des jeunes qui sont dans la provocation, qui cherchent aussi les policiers, comme il y a des policiers qui cherchent les jeunes, mais pas tous. Donc vraiment, je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Tu vas faire une musique « J'aime le 17 » et brûlez pas ces voitures. Merci Jamila. Tu viens ce soir? Je viens, bien sûr. Ce soir, pour la première fois de sa jeune carrière, 911 va monter sur scène. Faites du bruit pour 911! Le concert a lieu dans une salle culturelle financée par la mairie. Vous voulez qu'il vous balance quelque chose ou pas? Alors du bruit, je veux du bruit, moi. Le public est très jeune. Certains enfants ont à peine 10 ans. Ils sont fans de 911 et ils connaissent les paroles par cœur. Au bout d'une demi-heure de concert, son titre phare va enflammer la salle. Moi, je voulais dire pour le clip, j'ai incité personne. Nous venons, ça restera avec, comme ça, avec ou sans 911. Et moi, je fais du bruit pour Fuck le 17 parce que voilà, on les a amenés. Fuck le 17! Fuck le 17! Fuck le 17! Jamila, la responsable du secteur jeunesse, a grandi au Neuf. Moi, je me suis mariée, je suis restée au Neuf. Et vous vous êtes mariée avec quelqu'un du Neuf? Et avec quelqu'un du Neuf. Donc j'aime tellement mon quartier que j'y vis, j'y travaille et je construis ma famille dans ce quartier-là. Elle est devenue la confidente des jeunes du quartier. Ils lui font régulièrement part d'incidents avec la police. Pour vous dire juste une anecdote, il y avait un jeune qui est venu une fois dans mon bureau, il était encore essoufflé, et puis je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Surtout que c'est un étudiant, enfin c'est un jeune sans problème. Et il me dit, j'ai fait une poursuite avec la police. Mais je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, en fait, ils ont couru, j'ai dû courir. J'ai dit, ben non, si t'as rien à te reprocher, tu restes. Et c'est là où il me dit, Jamila, si tu restes, il t'attrape, tu peux pas jouer la carte de j'ai rien à me reprocher, je reste. Donc du coup, il est obligé de courir. Et il est là le problème, c'est que les jeunes ont perdu cette confiance-là avec certains policiers qui, de toute façon, les jugeront quoi qu'ils fassent. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes quand ils viennent vous voir au centre? D'instinct, je défends la police dans le sens où je maintiens qu'ils sont quand même là pour nous protéger. Mais certains policiers ont fait que l'image de la police n'est plus la bonne. Même moi, qui défends et qui suis dans ces situations-là, je la crains, la police. Est-ce que je dis pas un mot qu'il fallait pas dire? Est-ce que je tombe sur quelqu'un qui est énervé? Est-ce que je tombe sur quelqu'un qui... Voilà, on peut pas savoir. Récemment, une vidéo où l'on voit un fonctionnaire frapper un prévenu dans le commissariat de Strasbourg l'a profondément choqué. Il y a un jeune qui est debout et il lui envoie une patate sur le visage. Quoi qu'il ait pu dire, quoi qu'il ait pu faire, il fallait le maîtriser et qu'il se fasse juger. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que certains jeunes se font justice eux-mêmes, c'est vrai, il faut l'admettre, mais la police aussi se fait justice eux-mêmes. Comment peut-on se sortir de cette confrontation qui n'a pas de sens dans le fond? Parce qu'on ne peut pas renvoyer deux ados, les jeunes et la police. La police sont les représentants des institutions démocratiques et républicaines. Ben, je pense déjà, après ça tient qu'à moi, mais je pense qu'il faudrait avoir un échange, un réel échange, où les jeunes s'expriment et disent vraiment qu'est-ce qui ne va pas avec la police. Si on ne veut plus en arriver là, il y a un travail qui doit se faire en amont. Et que vous faites. Donc il faudrait renforcer les équipes comme la vôtre bien sûr. Sur le terrain. Mais je pense à 100%. Ouais. Si c'est animé un peu partout, nous on est quelques-uns à faire ça, mais c'est pas suffisant. Ça doit être fait, pourquoi pas, avec la police, en venant rencontrer des jeunes. Peut-être ça leur ferait même du bien, hein, au final, de s'exprimer, d'entendre ce que la police leur reproche. Merci. Le dialogue que prône Jamila semble difficile, car l'image des forces de l'ordre s'est dégradée ces dernières années. En janvier 2015, ils étaient acclamés par la foule dans les rues de Paris après les attentats. Mais 4 ans plus tard... En 1999, 75% des Français avaient une opinion positive de la police. En 2020,
ils ne sont plus que 60%. À l'origine de ce désamour, des vidéos amateurs qui montrent des interpellations qui virent parfois au drame. Toi, t'as dit. Où l'on voit des policiers qui font un usage disproportionné de la force. Ou encore tenir des propos racistes. C'est pas nager, Nico, comme ça, lâche pas. C'est cool. T'aurais dû accrocher un boulet au pied. En 2019, 868 enquêtes judiciaires pour violences volontaires ont été confiées à l'IGPN, la police des polices. Une hausse de 40% sur un an. Voilà une classe qui se tient sage. Ces dérapages de certains policiers sont exploités par des militants qui veulent en faire une généralité et mettre en cause toute l'institution. En juin dernier, devant le tribunal de grande instance à Paris, 20 000 personnes se rassemblent contre les violences policières et le racisme à l'appel du collectif Vérité pour Adama. À sa tête, Assa Traoré. Son frère Adama est décédé en 2016 après son interpellation par des gendarmes. La militante accuse les forces de l'ordre d'être responsables de sa mort. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère et aujourd'hui c'est avec la complicité de la justice française. Nous avons une police qui se considère comme une mafia dans la France entière. Elle fait ce qu'elle veut, il n'y a aucune impunité. Des proches de victimes de bavures policières présumées prennent ensuite la parole. Nous on vient d'Argenteuil. Comme ce jeune homme. Un frère à nous il est mort, il s'appelle Sabri. Il avait 18 ans. Il accuse la police d'être impliquée dans la mort de son ami en mai dernier. Il était en moto, il s'est fait tamponner par la bague d'Argenteuil. Il est mort 2 heures après. Lumière pour Sabri. Lumière pour Sabri. Lumière pour Sabri. Nous avons enquêté à Argenteuil sur la mort de Sabri et découvert que ces accusations étaient mensongères. Dans la nuit du 17 au 18 mai, Sabri, 18 ans, roule à moto sans casque et décède après avoir percuté ce poteau. Et son sang encore ici. Une vidéo sur les réseaux sociaux met en cause une voiture de la BAC présente dans la rue au moment de l'accident. La moto, et là ils vont dire quoi? Il a perdu le contrôle tout seul. Pourtant, 24 heures après le drame, le procureur sort un communiqué qui dédouane les policiers. Les premières conclusions confirment l'absence de choc entre le véhicule de police et la moto. Les premières constatations confirment à ce stade l'absence de poursuite de la moto par les policiers. Mais la rumeur s'est propagée. Argenteuil s'embrase. Plusieurs nuits de suite, des émeutiers s'en prennent à la police à coups de feux d'artifice et de cocktails Molotov. Regardez ça, bande de fils de pute de keufs. Regardez. On va vous brûler vos mères les putes ce soir. 7 fonctionnaires sont blessés. Cocktail, tu l'as vu le cocktail sur le Coran tes mains. Il a freiné direct le fils de pute. T'es mal cocktail, ouais. 3 semaines après le décès de Sabri, à la Cité Champagne, ses amis qui n'ont pas assisté au drame accusent toujours la police. Ils lui ont mis la pression, c'est pour ça qu'il a perdu le contrôle du véhicule. Ouais, c'est sûr, ils l'ont poussé. Ouais. À mon avis, ils l'ont percuté, déjà. C'est sûr et certain. Ils l'ont percuté comme ça, boum. Et bah, il s'est mangé le poteau sur sa droite, tout simplement. Et c'était violent. C'était très violent. Ils auraient dû laisser tomber, faire comme s'ils allaient rien faire, et lui, il n'aurait rien eu. Lorpen s'est mué en colère. Et tous les trous du cul sur Facebook, hein, qui disent soutien à nos forces de l'ordre, derrière leur écran, allez bien vous faire enculer. Hein. Voilà. Ils soutiennent à nos forces de l'ordre, et paf, voilà, un arabe de moins, une racaille en moins, moto volée. Qu'est-ce qu'ils en savent que les motos ils sont volés? Les gens ils travaillent de fou. Et ça, c'est la plupart du temps, c'est les Français. Il y a beaucoup de Français racistes. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a beaucoup de Français racistes. Pour éclaircir les circonstances de l'accident et le déclenchement des émeutes,
je suis allé rencontrer le directeur de la sécurité publique du Val d'Oise. Frédéric Lose a 2200 policiers sous ses ordres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement de votre point de vue ? Alors c'est une tragédie parce que c'est une vie humaine. Mais la première des responsabilités, c'est basique, hein, mais si vous respectez le code de la route, puis si vous mettez un casque, il vous arrive rien. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il y avait des policiers dans une voiture banalisée. Il y a des policiers dans une voiture banalisée qui patrouillaient, comme c'est leur travail normalement, à 2h du matin. On a un jeune qui roule, qui voit un véhicule. Il monte sur un trottoir, mais qui est un trottoir qui fait 1,10 m. Et 20 mètres après, il percute un pylône, il n'a pas de casque et tragiquement, il meurt. Nous avons, fait une enquête assez complète où, à la demande, sous l'autorité de la justice, il n'y a absolument rien qui montre que la police, que le véhicule de police a fait un écart, où il n'y a pas de choc, ça s'est constaté, etc. Pour le directeur de la police du Val d'Oise, les accusations qui visent ces hommes sont profondément injustes. Croyez-moi, si à titre personnel j'avais un doute, si le procureur de la République avait un doute, je n'ai pas intérêt à garder des gens qui seraient dangereux au sein de la police nationale. On les sanctionne durement. Et ce drame, moi, m'a touché aussi. Vous avez rencontré le père de Sabri ? Oui, à ma demande, j'ai voulu rencontrer le père, parce que je suis moi aussi père de famille, et je comprends sa douleur, et je peux comprendre qu'on se pose des questions. Quand je l'ai rencontré, je lui ai donné des éléments assez probants. Après, les gens autour de lui essayent de trouver absolument un bouc émissaire. C'est la souffrance d'un père qui, à votre avis, récupéré et instrumentalisé. Qui est récupéré et instrumentalisé par des groupes qui ont probablement d'autres objectifs, qui mettent de l'huile sur le feu, qui ne rendent pas service aux jeunes, parce qu'on veuille connaître la vérité, mais c'est bien normal. Mais en même temps qu'on en fasse un combat en attaquant systématiquement la police, en donnant l'impression que la police est votre adversaire ou votre ennemi, c'est une erreur. 3 semaines après la mort de Sabri, toujours il est souriant, toujours. Khalid Choubi, son père, a encore du mal à réaliser son absence. C'est un bon garçon, il n'y a rien à dire. Il était bien, j'ai donné tout pour lui. Pour moi, c'est une grosse perte, c'est malheureux. Mon fils, il me manque. Le jour de notre tournage, des proches de la famille ont tenu à être présents. Malgré les explications données par Frédéric Lose, il refuse toujours de croire à une mort accidentelle. La moto, ça fait des années qu'il fait la moto. C'est pas la première fois, je lui fais confiance. Regardez, je vous montre des photos de 2016, c'est un gamin. Regardez, c'était un passionné de la moto, il allait au terrain, là c'est son père, il allait au terrain avec son père. Voilà, il traînait pas dans la rue toute la journée. Non. Selon eux, même le port du casque ne l'aurait pas sauvé. Même s'il avait le casque, il sera mort. Mais ça excuse pas ce Oui, ça s'excuse pas, ouais. Ça s'excuse pas. Si ce soir-là, il n'aurait pas croisé la patrouille de la BAC, je pense que Sabri serait parmi nous encore. Autour de Khalid Choubi, ce jour-là, il y a notamment Abdel, un ami d'enfance de Sabri. C'est lui qui a harangué la foule lors de la manifestation devant le tribunal de Paris. Je suis en colère contre le gouvernement, contre l'État, contre la police, parce que la police, c'est pas le premier accident qu'ils font, et c'est sûrement pas le dernier d'ailleurs, et il y a toujours pas de justice qui est rendue. Donc là, pour nous, pour l'instant, on est dans le noir, et la lumière, elle sera qu'on saura la vérité sur les circonstances de l'accident que son fils. Pour l'instant, nous, on est dans le noir, donc ça, on attend juste la lumière qu'elle arrive. Il est là, mon fils, je l'embrasse. Qui vient de partir. C'est mon bébé, c'est mon bébé ça. Ce collectif, Lumière pour Sabri, a été créé par un enseignant d'un lycée d'Argenteuil, Omar Slaouti. Il a également été élu conseiller municipal de la ville, avec 14% des voix aux dernières élections, soutenu entre autres par la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Omar Slaouti a accepté de revenir sur les lieux de l'accident. Vous le connaissiez, Sabri ? Non, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, non. Mais il ressemble beaucoup à ces jeunes qui partent trop tôt, trop mal. C'est à l'image de beaucoup d'autres depuis quelques dizaines d'années dans ce pays-là qui se dit patrie des droits de l'homme, mais dans laquelle il faut croire que certains ne sont pas hommes tout à fait comme les autres, ou femmes tout à fait comme les autres.
parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils vivent dans un quartier populaire, parce qu'ils sont pauvres. Omar Slaouti instrumentalise ce drame pour généraliser et dénoncer les agissements de la BAC qu'il estime violents et racistes. S'il n'avait pas rencontré la BAC ce soir-là, Sabri serait parmi nous aujourd'hui. La BAC, de manière générale, c'est pas une police tendre, c'est une police qui a été déjà dénoncée à plusieurs reprises pour des attitudes à l'endroit des jeunes des quartiers populaires extrêmement violentes. Les jeunes dans les quartiers populaires vivent régulièrement des oppressions systématiques de la police nationale, sans rien avoir à se reprocher, si ce n'est, attention, peut-être sa couleur de peau. Le responsable politique va même jusqu'à minimiser les émeutes qui ont embrasé Argenteuil et lors desquelles 7 policiers ont été blessés. Il est vrai qu'il y a eu quelques flammes, mais il faut interpréter ces flammes dans les quartiers populaires comme une volonté de mettre la lumière là où il n'y en a pas, finalement. C'est ce que nous disent les jeunes de ces quartiers-là. Et il va falloir que les pouvoirs publics, que les ministres de l'Intérieur qui se succèdent en très haut lieu, comprennent que leur police, la police nationale, est responsable largement de toutes les tensions, de beaucoup de tensions qui se passent dans les quartiers populaires. Voilà. Ce discours, Omar Slaouti le diffuse auprès des jeunes. Comme lors de ce meeting contre les violences policières dans le quartier du Mirail, à Toulouse, en 2017. Il y a une emprise, une empreinte très forte dans la police et dans l'ensemble des institutions de quelque chose qui relève du colonialisme, d'un traitement différencié d'une catégorie de la population. Oui, on a affaire à des pratiques d'une police raciste. En 2015, lors de ce meeting contre l'islamophobie, il affirme que si la France est en guerre contre le terrorisme à l'étranger, elle l'est aussi contre les habitants des quartiers populaires. Depuis au moins 2001, ça fait plus de 14 ans, que déjà la France était en guerre. Peut-être pas sur le territoire français, mais en tous les cas à l'extérieur, ça partout. En Irak, en Afghanistan, on l'a vu en Libye, avec toutes les conséquences dramatiques auxquelles on assiste. Eh bien, c'est la même grille idéologique qui permet d'exporter la guerre, qu'il convoque aujourd'hui pour faire la guerre en France, aux quartiers populaires, aux Noirs, aux Arabes, aux musulmans et aux Roms. Ces marchands de haine qui essayent d'être en permanence, d'alimenter des postures victimaires ou en donnant l'impression qu'on est face à un État fasciste qui serait systématiquement ou systémiquement violent, raciste. Voilà, ou raciste, etc. Non seulement il faut combattre ce discours parce qu'il est extrêmement dangereux pour la société, parce qu'il est faux, et surtout, il est dangereux pour les jeunes eux-mêmes qui se retrouveraient piégés dans ce discours séparatiste. C'est-à-dire ils seraient réduits à une identité de victime de l'État, victime de la police, victime de la société, victime de leur religion, de leur couleur de peau. Ces discours qui dénoncent un État soi-disant raciste et colonial ont été théorisés par un mouvement politique, les Indigènes de la République, né en 2005. Nous sommes pas l'Europe, nous sommes pas l'indigène. Adrien Matou, journaliste à Marianne, enquête depuis des années sur les liens entre le mouvement indigéniste et l'extrême gauche. L'indigénisme, c'est un courant politique qui considère que il existe un clivage politique fondamental et que c'est pas la lutte des classes, mais c'est la lutte des races. Donc la lutte des races entre les indigènes, les racisés, ce sont les gens qui n'ont pas la peau blanche tout simplement, et les blancs. L'objectif, c'est de mobiliser ces indigènes pour qu'ils s'opposent à la domination des blancs dans la société, donc le racisme d'État qui s'exercerait sur eux. Oh là là, solidarité avec les femmes voilées. Ce nouvel antiracisme qui laisse entendre que la France traiterait ses banlieues comme des colonies a inspiré la marche contre l'islamophobie de novembre 2019. Omar Slaouti était l'un des organisateurs. Jean-Luc Mélenchon et des élus de la France Insoumise avaient fait le déplacement ce jour-là. Il y avait aussi Marwan Mohammad, l'ancien directeur du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Le CCIF, une organisation que le gouvernement veut dissoudre en raison de ses liens avec l'islamisme. Les étoiles jaunes portées par certains manifestants ce jour-là pour comparer la situation des musulmans en France avec celle des juifs sous le régime nazi
a suscité l'indignation. Mais ils sont où? Mais ils sont où les socialistes? Mais ils sont où? Parmi les organisateurs de cette marche controversée, il y a aussi ce jeune homme au blouson bleu. Il s'appelle Taha Bou Hafs, il a 23 ans. Bravo à toutes et tous d'être mobilisés massivement aujourd'hui. Comme Omar Slaouti, dont il semble très proche, il accuse la France d'être islamophobe et de faire la guerre aux musulmans à travers le monde. Depuis 2001, partout en Occident, cette dynamique islamophobe s'est amplifiée, justifiant les pires atrocités et les interventions les plus injustes au Moyen-Orient, au profit des intérêts de l'impérialisme occidental. Les politiques et les médias se sont accordés pour stigmatiser l'ensemble de la population musulmane. Taha Bou Hafs s'est fait connaître en filmant ceci. Oh, arrête! Arrête, putain! En mai 2018, il filme Alexandre Benalla molestant un manifestant. Un scoop qui va faire trembler la République. Dès lors, il se proclame journaliste dénonçant les violences policières. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il a tapé! Mais avec des méthodes controversées. Au tribunal de Créteil en février 2020, Taha Bou Hafs doit être jugé pour outrage et rébellion lors d'une interpellation pendant l'un de ses reportages. Voici des extraits de ces images. Ce jour-là, il filme un piquet de grève très près des policiers qui sécurisent les lieux. Monsieur, vous me poussez pas, vous me poussez pas, vous me poussez pas, d'accord? Vous me poussez pas. Il est où votre matricule? Il est où votre matricule à vous aussi? J'ai pas matricule, t'as vu? Bah, y a un visage par contre. Le policier de la BAC n'est pas identifié et tutoie Taha Bou Hafs. Sur une autre vidéo, on voit que la situation est confuse, tendue. Vous êtes un cobaye, c'est ça? Vous prenez pour le corps un cobaye? On va voir. Si vous êtes un cobaye. Taha Bou Hafs, téléphone à la main, provoque les policiers. Hein? Vous croyez au-dessus de la loi? Vous croyez au-dessus de la loi? Vous jouez les racailles, c'est ça? Hein? Parce que c'est ce que vous êtes là pour l'instant. Je vous le dis, c'est ce que vous êtes. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Il m'a mis un Les coup de poing. policiers décident de l'interpeller. C'est un outrage, monsieur. Ouais, d'accord. Taha Bou Hafs a diffusé l'identité et le visage du policier sur les réseaux sociaux. Il a également porté plainte pour violence policière. Je dois voir un médecin, ils vont déboîter l'épaule. Sur le parvis du tribunal, S'il te plaît, ne me filme pas, baisse ta caméra. Bernard de la Villardière, c'est non. celui qui braque son objectif en permanence sur les policiers sans leur demander leur avis refuse d'être filmé. Dans son comité de soutien, il y a Éric Coquerel, député de la France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon. L'élu prend la défense de Taha Bou Hafs et dénonce les méthodes d'un État qui voudra le faire taire. Et simplement, il a le malheur de tomber sur des gens qui n'ont pas envie qu'il témoigne, qu'il informe, qui représentent une certaine forme de répression voulue par l'État. En l'occurrence, là, c'était des policiers qui l'ont brutalisé. L'amitié entre le député et le jeune homme date des législatives de 2017. Avant de se déclarer journaliste, Taha Bou Hafs a été candidat pour la France Insoumise. Je m'appelle Taha Bou Hafs, j'ai 20 ans. Il ne sera pas élu, mais l'essentiel n'est pas là. Les théories du mouvement indigéniste que Taha Bou Hafs soutient influencent désormais la ligne de la France Insoumise. Et en fait, l'idée des indigénistes, c'est de faire pression sur les organisations de gauche et sur les organisations politiques en général pour qu'elles abordent cette question du racisme systémique et des violences policières. C'est racialiser un petit peu le discours de la gauche. Aujourd'hui, journaliste pour le site d'information d'extrême gauche Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, Taha Bou Hafs oublie parfois les règles de base du métier. Il a le tweet facile, mais imprécis. En juin 2020, le journaliste relaie cette vidéo. On voit une voiture de police accidentée. Un motard est au sol. L'auteur du tweet accuse les policiers. Les policiers viennent de cartonner un mec. On est habitué. Mais la vérité est ailleurs. Le conducteur du deux roues en infraction fuyait un contrôle quand il est entré en collision avec le véhicule d'un particulier. Plus tard, l'enquête va montrer que la voiture de police n'a pas du tout percuté le scooter, mais l'autre véhicule. Taha Bou Hafs
finira par retirer la vidéo de son compte Twitter. Quelque temps auparavant, déjà emporté par son zèle militant, il retweet cette vidéo. Regardez à Montigny, ils ont tué le petit Kémil. Les keufs, ils ont... Un jeune homme vient d'être percuté par un train alors qu'il traversait les voies sur une mini-moto. On accuse la police, mais là encore, c'est une affirmation mensongère. Là, nous avons eu la chance de disposer de vidéos qui étaient probantes, vidéo de la SNCF, vidéo du lieu. On avait un jeune qui s'est tué tout seul, qui était sans casque, et en plus qui s'est tué tout seul en passant un passage à niveau. On accusait la police, on commençait à avoir une manifestation pressante à l'encontre des policiers, qui étaient qualifiés d'assassins, mais c'est scandaleux. C'est pas la responsabilité de la police. Mais il est trop tard, la rumeur s'emballe, et le soir même, comme à Argenteuil, avec la mort du jeune Sabri, des émeutes éclatent à Montigny-les-Cormeilles. Fils de pute! Sur son compte Twitter, suivi par plus de 80 000 personnes, Taha Bouafs diffuse de fausses informations qui alimentent la haine des policiers. Les indigénistes ne sont pas les seuls à proclamer haut et fort leur haine de la police. Les diatribes anti-flics sont depuis longtemps dans l'ADN de l'ultra-gauche. La police est le bras armé de l'État. C'est un flic, il a choisi d'intégrer le système, d'être un chien de défense de l'ordre capitaliste en place et de tout faire pour protéger ses maîtres. Les Black Blocs, ces militants tout en noir qui attaquent violemment les policiers, sont proches des mouvements antiracistes. Ils se disent également antifascistes, anarchistes et anticapitalistes. Là, la réaction face au capitalisme, ça va être de détruire une vitrine de banque, détruire un distributeur de billets. Les Black Blocs ont la particularité de ne pas avoir d'organisation structurée. Nous avons voulu en savoir plus sur ce mouvement au fonctionnement mystérieux. Un ancien activiste a accepté de témoigner à condition de garder l'anonymat. Comment devient-on un militant d'extrême gauche ? On devient militant d'extrême gauche, alors à mon époque, donc c'était dans les années 2005-2006, lors de mouvements dans les universités. C'est à ce moment-là que vous vous politisez petit à petit, vous subissez également la répression lors des manifestations, les gaz lacrymogènes, les coups de matraque, les coups de flashball. Puis petit à petit, en fait, tout ça fait que vous montez, et vous allez vers la radicalisation politique, à savoir les mouvements autonomes, les mouvements anarchistes, ce que l'on appelle l'ultra-gauche. Ce sont des groupes qui ne sont pas forcément de la même doctrine, même si c'est la même idéologie qui les rassemble, l'extrême gauche, oui, qui se retrouvent au sein des manifestations, et finalement ce qui les rassemble, c'est la volonté de casser du flic. La volonté d'affronter les forces de l'ordre, elle tient du fait que dans ce type d'idéologie, vous considérez que la police est le rempart de l'État, le rempart du système, et protège les riches, les bourgeois, le système capitaliste. Exactement. Donc c'est pour ça que dans l'utopie d'ultra-gauche, si vous arrivez à faire tomber le rempart police, vous faites tomber le système. Donc c'est pour ça que vous avez des affrontements qui sont extrêmement violents. Ces mouvements d'ultra-gauche sont aujourd'hui proches des indigénistes. Désormais, ils manifestent ensemble, comme en juin dernier à Paris. Aux côtés d'Assad Traoré, d'Omar Slaouti, du père de Sabri et d'Abdel, il y a aussi cet activiste qui se fait appeler Yann B. J'ai participé au Black Bloc, constitué à mes yeux des seuls êtres politisés qui ne négociaient pas leur droit d'exister avec les autorités. Et derrière le noir des cagoules, il y a des êtres multicolores. Le Black Bloc... Fiché S, c'est une figure de longue date de l'ultra-gauche. En pleine rue, à visage découvert, Yann B lance un appel au soulèvement contre l'État et sa police. Et ce colonialisme se poursuit, ici, maintenant, dans les quartiers populaires d'une part, mais aussi dans l'esprit nauséabond d'une partie importante de la population française et des policiers qui sont devant nous. De la même manière que le capitalisme, la police n'est pas réformable, ils doivent être abolis. Et pour les abolir, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas d'une mobilisation instagrammable que nous avons besoin, mais d'une intifada globale. Des ghettos juifs de 42 au camp de réfugiés palestiniens et syriens, des quartiers de Beyrouth à ceux de Minneapolis, d'Alger, Paris ou d'Argenteuil.
Sur ce type de vidéo, vous avez exactement ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire vous avez un militant qui est idéologisé, qui sait très bien parler, qui a un côté intellectuel et qui arrive à réunir des personnes qui sont en totale opposition à lui, avec un discours très racialiste, très anticolonialiste et également très antisioniste. Cette volonté de l'ultra-gauche de rallier à sa cause des jeunes venus des cités ne date pas d'hier. À notre époque, en fait, le but, c'était essayer de massifier la lutte contre la police. Vous savez, dans l'ultra-gauche, c'est, on va dire, peut-être tout au plus 1 millier de militants sur toute la France. 1 millier de militants, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir un impact très important sur le système. En revanche, si vous allez chercher dans les banlieues les personnes dites, entre guillemets, opprimées, victimes de violences policières, qui se disent victimes de racisme, etc., et vous allez réussir à créer cette convergence qui, au final, est en train de se produire actuellement. En fait, vous allez chercher des soldats dans la banlieue. Tout ça, en fait, n'est qu'une opportunité, et le seul point commun entre les deux, c'est la haine de la police. Désormais, ces militants d'ultra-gauche se grèvent systématiquement en tête de cortège pour attaquer la police. À Nantes, en 2016, un policier a bien failli perdre la vie. Allez, niquez-lui sa mère! Une dizaine de personnes cagoulées l'ont passé à tabac. À 56 ans, le commandant Costard est à la retraite depuis quelques semaines. Manifestation contre la loi El Khomri, qui réformait le droit du travail. Et ces manifestations étaient infiltrées par des activistes d'extrême gauche. Et puis des gens qui venaient se défouler. C'est-à-dire essayer de casser du mobilier, des choses comme ça, ou taper sur la police, puisqu'on a déjà pris des bouteilles, des bouteilles de verre, mais on a pris des bouteilles remplies d'acide, on a pris des bouteilles remplies d'acide. Ce jour-là, dans cette rue commerçante du centre-ville de Nantes, le commandant de police commet une faute d'inattention qui lui a coûté cher. Donc on voit dans la vidéo qui est extrêmement violente, cette scène très courte, impressionnante. Vous êtes un peu isolé. Quand je descends de mon véhicule et qu'on commence déjà à prendre des projectiles, je me retourne et je vois que tout l'escadron est en train de descendre des fourgons. Je pensais qu'ils me suivaient. Et c'est quand je me prends un coup de pied dans le dos que je me dis là, il se passe quelque chose. Je me retourne et que je vois que je suis tout seul. Et que mes collègues, eux, ils sont restés bloqués face au gros des manifestants qui continuent à lancer des projectiles. J'ai essayé de ne pas tomber au sol parce que je savais qu'au sol, j'étais vulnérable. J'ai tenu un peu, mais voilà, contre 8 personnes, on peut difficilement tenir longtemps. Mais vous avez eu des coups de barre de fer sur la tête? Sur la tête, oui. Allez, niquez-lui sa mère! Alors qu'il est au sol, l'un des assaillants lui arrache son casque. Combien de points de suture? 15 points de suture. C'est où sur la tête? J'en ai sur l'arrière ici. Voilà. Et j'en ai un peu sur le dessus aussi, là. Et après, j'en ai sur le nez. Parce que là, ils m'ont cassé le nez. Quand ils m'ont mis KO en me donnant un grand coup de pied dans la tête, là, c'est là où ils m'ont cassé le nez. Allez, c'est filmé ça, fils de pute! Vas-y, fais le show là, fais le show! Le seul agresseur appréhendé est celui qui donne le premier coup de pied. Il a été identifié grâce à ses vêtements. Mais après un mois de détention préventive, il a été relâché pour passer son bac. Et là, donc, ça a duré 4 ans, toujours pas de procès. Toujours pas de procès, toujours pas de date de procès fixée. Par le biais de l'avocate, on a essayé de savoir, et le magistrat du parquet a dit qu'ils avaient du mal à caler la date d'audience. Les autres agresseurs, tous habillés de noir et le visage masqué, n'ont jamais été identifiés. La violence extrême des Black Blocs a parfois gagné les rangs des Gilets jaunes. Vous fuyez! Depuis le début du mouvement, plus de 2000 membres des forces de l'ordre ont été blessés en manifestation. Face à cette montée des violences, la doctrine du maintien de l'ordre a changé. Désormais, les policiers ont pour consigne d'aller au contact pour interpeller les émeutiers. Résultat, 2495 manifestants ont été blessés entre novembre 2018 et octobre 2019. Une arme de la police est sous le feu des critiques, le LBD. Ce lanceur de balles de défense, qui envoie un projectile en plastique de 40 mm à 300 km/h, n'a pas été conçu pour des missions de maintien de l'ordre. Or, il a été massivement utilisé lors des manifestations de Gilets jaunes.
En 2014, les policiers avaient effectué moins de 4000 tirs de LBD. En 2018, on en dénombrait plus de 19 000, soit 5 fois plus. Selon une étude réalisée auprès des centres hospitaliers français, en 2018, 25 personnes ont été victimes de blessures oculaires graves causées par les LBD, contre seulement une en 2017 et 2 en 2016. Avec cette escalade de la violence, l'IGPN, la police des polices, a été très sollicitée en 2019. Sur les 399 dossiers gilets jaunes qui lui ont été attribués depuis le début du mouvement, 130 concernent des blessures graves et 274 ont été transmis à la justice. Ces images de manifestants brutalisés ont attisé la haine de la police chez des militants déjà radicalisés. Aujourd'hui, ils s'organisent plus que jamais sur Internet. La répression fait rage et votre rage grandit. Nous y avons découvert un groupe nébuleux appelé Coordination contre la répression et les violences policières. Il se définit comme anticapitaliste, antipatriarcal, antiraciste et anti-autoritaire. Ses membres organisent régulièrement des ateliers de formation. Sur le programme de l'un d'entre eux, il précise: Merci de ne prendre aucune prise de son ni d'image. Nous décidons d'y aller en caméra cachée. L'atelier se tient à Montreuil, dans une salle associative qui appartiendrait au département de la Seine-Saint-Denis. Salut. J'en ai le premier. À l'intérieur, des symboles de la gauche radicale. Le drapeau antifasciste, le A de anarchie et le sigle ACAB. Tous les flics sont des bâtards. Nous engageons la discussion avec deux hommes qui semblent aguerris aux manifestations violentes. Tu vois la gare d'Ostern, ouais. T'as un pont en face, puis en fait il y avait des compagnons de Toto qui avaient cramé le McDo. L'homme fait référence au saccage d'un McDonald's le 1er mai 2018. Ceux qu'il appelle ses compagnons Toto, ce sont des militants autonomes. Il a l'air de cautionner leurs actions. Et après, ils étaient un peu vénères parce qu'ils avaient aussi attaqué un petit bâtiment secret de la préfecture, je crois. D'accord, excellent. Donc... La journée démarre par un exercice pratique, une simulation de garde à vue. Pour cela, les organisateurs ont créé un décor de commissariat avec des photos de policiers attaqués au cocktail Molotov, des affiches de syndicats et enfin un portrait d'Emmanuel Macron accroché au mur. Déjà, de qui on se défend, d'après nous? Qui sont nos adversaires? L'État. L'État, d'accord, mais qui est représenté par qui? La police et le parquet, le procureur, qui représente l'État. Mais alors, comment résister à l'État en cas d'interpellation? Place au jeu de rôle. On notifie votre début de garde à vue, il est 18h20. Les organisateurs jouent les policiers. Les participants ont été interpellés pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Objectif, leur apprendre à garder le silence. Et vous avez été interpellé en train de jeter une bouteille avec un liquide jaunâtre vers les forces de l'ordre. Si vous avez à dire là-dessus, j'ai rien à déclarer et je voudrais un avocat. Avoir recours à un avocat, oui, mais pas à un avocat commis d'office. Alors le commis d'office, il n'a pas bonne réputation. C'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes convictions politiques ou la même vision de la justice qu'on peut avoir. Donc du coup, en général, il faut conseiller aux gens de parler pour que ça aille plus vite. Il est bien en fait d'avoir des avocats faisant partie du milieu militant. Tous ces bons conseils sont rappelés sur des tracts distribués à la sortie. Ah ouais, il y a plein de numéros là en fait. Ouais. Et pour prendre en charge les honoraires de ces avocats dits militants, une cagnotte de soutien a été mise en ligne. 32 000 € ont déjà été récoltés. Cette violence contre l'État touche aussi les élus locaux. Les maires sont notamment en première ligne. Sur les 7 premiers mois de l'année, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 230 actes de violence à leur encontre. C'est 40 de plus que l'année dernière à la même époque. Et tout le territoire est touché. Alice, petite commune sans histoire de 7500 habitants en région parisienne, le maire Thierry Lafont a été agressé en mai dernier. Il a filmé la scène. C'est là alors. Une dizaine d'individus cagoulés lui jettent des projectiles,
des cailloux et des bouteilles de verre. Je les filme tout en évitant les projectiles, ouais. J'ai résisté pendant 29 secondes au caillassage. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'étais en réunion dans un bâtiment administratif situé à quelques centaines de mètres. De la mairie? De la mairie. Je vois une fumée noire. C'était donc un feu de poubelle. Et quand je suis arrivé, j'ai vu une dizaine de jeunes tout en noir, cagoulés. Sur cette vidéosurveillance, cette fois-ci filmée juste après le caillassage, on voit le maire remonter dans sa voiture. À droite, ses agresseurs se mettent à courir vers le feu de poubelle. Mais ce feu de poubelle, il était destiné à quoi? Alors justement, attirer les pompiers pour leur tendre un piège? Ah oui, ça j'ai pu m'en rendre compte. C'est-à-dire que quand la première voiture de gendarmerie est arrivée, là ils m'ont complètement abandonné. Ils ont été en courant sur le véhicule de gendarmerie. Et là, ils l'ont caillassé à bout portant. Et il y avait aussi un camion des pompiers qui a pris aussi un caillou. Et en fait, la veille ou l'avant-veille, il y avait eu une interpellation, une garde à vue qui leur avait déplu et ils se sont dit, voilà, on va faire un guet-apens. À aucun moment, vous leur avez dit, je suis le maire de Lys, arrêtez. Non, franchement, j'ai pas... Non, je les ai filmés pour avoir une preuve comme tout citoyen aurait pu le faire. Non, je ne vais pas dire que je suis le maire. Là. Peut-être parce que quoi? Parce que le statut de maire aurait aggravé la situation? Certainement. Ah bon? Certainement, je pense. Toutes les autorités sont mal vues. Après c'est une question surtout d'éducation. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus d'autorité. Et c'est plus les jeunes qui ont l'autorité dans le foyer. Ça a été le cas dans mon caillassage. C'est-à-dire? De la personne qui m'a principalement caillassé, je pense que c'est ça. C'est-à-dire? Je peux pas en dire plus. C'est en cours, on le saura plus tard, mais voilà. Pour aider les maires à pacifier les quartiers difficiles, le concept des grands frères a été développé dans les années 80. Mais il a parfois dérapé. Face à la montée de la violence dans les quartiers les plus difficiles, il est temps d'agir. Pour cela, les municipalités de gauche comme de droite décident de recruter comme médiateurs des jeunes issus de ces quartiers. Mais l'idée a son revers. Convaincus de leur autorité, des maires vont parfois jusqu'à recruter des caïds locaux, des gros bras pour jouer aux grands frères. À Étampes, dans l'Essonne, cette politique des grands frères s'est retournée contre un élu de la France insoumise. Mathieu Hilaire a été victime de 2 incendies criminels à 1 an d'intervalle. Le dernier date de septembre 2019. À quelques mois seulement des élections municipales. Donc ça, c'est une vidéo qui a été prise par qui? Par des voisins, en fait. Moi, j'étais pas encore sur place à ce moment-là, et c'est ce que j'ai découvert en arrivant, quoi. Donc déjà, les voitures tout en complètement embrasées, une partie de la maison qui commençait à partir en fumée. Tout de suite, j'essaye de voir où est ma famille, où sont mes enfants, parce que j'étais vraiment inquiet, je ne savais pas où ils étaient. Et du coup, heureusement, ils étaient chez des voisins et s'étaient déjà mis à l'abri. On vous a attaqué parce que vous étiez élu? Clairement, c'était ça, hein, c'était toucher celui qui a déjà dénoncé pas mal d'irrégularités, justement, sur la collectivité. Le premier incendie s'est passé dans quelles circonstances? En fait, il s'est passé après un premier conseil municipal houleux, où j'avais dénoncé le comportement de membres du service de médiation. C'est un service qui se retrouvait à être une vraie milice. Ce conseil municipal a été filmé. Nous continuons à travailler, nous continuons à dénoncer, et notamment aussi la politique vis-à-vis des médiateurs, et je vois que certains sont là. Peut-être pour me mettre la pression, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y céderai pas. On ne vous a pas entendu sur le comportement des médiateurs, jamais, alors qu'ils étaient condamnés pénalement. Le 14 juillet 2018, alors qu'ils ont pour mission de calmer des émeutiers, 2 des médiateurs de la ville passent à tabac un adolescent. Le tribunal va les condamner à 2 ans de prison avec sursis. Ils avaient déjà fait de longs séjours derrière les barreaux. Monsieur, déjà condamné à plusieurs reprises, se trouve en état de récidive. Selon Mathieu Hilaire, à la fin du conseil municipal, les 2 hommes n'auraient pas hésité à le menacer. À la sortie du conseil municipal, en présence de public, ils étaient prêts justement à en venir aux mains,
La seule chose que j'ai dit, notamment aux policiers municipaux qui étaient là, si vous me retrouvez noyé dans une flaque à Fontainebleau, je suis pas suicidaire. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que je sentais bien qu'il y avait une pression qui était latente. Quelques heures plus tard, le domicile de Mathieu Hiller part une première fois en fumée. La mairie ne va renvoyer qu'un seul des 2 médiateurs. L'autre, que l'on voit ici sur une vidéo tournée par Mathieu Hiller, a simplement été muté au service des fêtes et des cérémonies. Ni fête ni cérémonie aujourd'hui, mais une réunion politique où pourtant il joue les gros bras et empêche l'élu d'entrer. Un instant, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais on a le droit de rentrer, c'est la maison de quartier. Ce médiateur jouit même d'un logement de fonction en centre-ville pour un loyer modique de 300 € par mois. Et peu de temps après le tabassage de l'adolescent, la mairie a même fait plus de 11 000 € de travaux pour rénover ce logement. Celui qui a créé le service de médiation, c'est Franck Marlin, à la tête de la ville et du département depuis 25 ans. C'est ma 5e campagne des législatives pour législatives, croyez-moi. Et je suis fier de vous. Et cette année, il brigue à nouveau la mairie face à son remuant adversaire. La campagne entre les 2 hommes est tendue. Quand Mathieu Hiller, le candidat de gauche, tracte dans une des 2 cités de la ville, il n'y a pas foule à son stand. Où est-ce qu'on est ici? La Guinette. C'est quoi la Guinette? L'un des quartiers prioritaires de la ville d'Étampes. Et donc ici, vous faites des gros scores? Pas forcément. Contre toute attente, le candidat de droite, Franck Marlin, fait ici les plus beaux scores. Plus de 70% des voix. Les quartiers populaires lui sont acquis grâce aux médiateurs qui en sont issus. C'est Franck Marlin. Oui, je sais, mais bon... Faut enlever cette photo, faut la changer. Ah bon? Faut la changer. Voilà. Ici, c'est Franck Marlin. Bah voilà. Bonjour. Bonjour. C'est pour le vote Vous allez bien? Pour le Marley, non? Ah non? Ah non, 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 non. Donc nous, c'est Marley. Moi, c'est Marley. Moi, personnellement. Ouais. Il y a beaucoup. Des aides, des emplois comme ceux des médiateurs. Au revoir. Bonne soirée. Franck Marlin a mis la main sur ses quartiers en faisant du social à sa manière. C'est le modèle de Corbeil-Essonnes, c'est le modèle à la Dassault qui a été développé ici, donc avec des promesses au moment des élections, avec des passes droites, des politiques communautaristes aussi, parce que souvent on s'adresse à une partie de la population et pas à toutes. Un peu plus tard, lorsque nous serons partis, Mathieu Hiller va filmer discrètement cette vidéo. Ça va? En arrière-plan, des habitants passent et vont clairement menacer le candidat. C'est des préventions qui a fini en coup de mortier. Ah. C'est des préventions. Des préventions. T'inquiète. Le soir de l'annonce des résultats, Franck Marlin arrivera tout sourire. Il a remporté l'élection avec 53% des suffrages. C'est pas un hasard, vous savez, si les quartiers populaires ont voté à 75-76% pour moi ce soir. Les gens demandent à ce qu'il y ait un lien de nouveau social. On parle de clientélisme. C'est du lien? C'est quoi? Quand on est élu, comme ce soir, les choses sont très claires. J'ai jamais vu une campagne aussi moche que celle que j'ai connue là. Il faut aussi que certains de mes concurrents respectent la démocratie et respectent également le suffrage. Et c'est comme ça que ça se passe. Je suis le patron, oui, je suis un patron. Et le patron, ça doit mettre de l'ordre dans une ville qui en a besoin. Malgré les calomnies, malgré les embûches, nous sommes restés droits dans nos bottes et nous avons gagné. Au fond de la salle, le médiateur laisse exploser sa joie. Pour l'élu de la France insoumise, cette défaite électorale a un goût amer. D'autant plus que l'enquête judiciaire sur les incendies de sa maison est au point mort. Il n'y a eu à ce jour ni interpellation, ni perquisition. Depuis la fin de notre tournage, le garçon suspecté d'avoir participé à l'incendie du bus à Nanterre est en attente du jugement. Il serait actuellement en liberté. À Argenteuil, après la mort de Sabri, les policiers ont été mis hors de cause. L'affaire a été classée sans suite par le parquet. Omar Slaouti, lui, continue de dénoncer le racisme et l'islamophobie d'État qui seraient à l'œuvre en France. Quant à Taha Bouhafs, il poursuit son activité de journaliste militant
Dernièrement, il a affiché son soutien au collectif contre l'islamophobie en France, menacé de dissolution par le gouvernement pour ses liens avec l'islam politique.